Cynthia. I don't know where she is. Ah, okay. 1945, à l'origine de cette visite, qui a fourni de nombreux documents. I would also like to thank Mr. Pierre Ben and his Air Force Somme 1939-45 Association for making this visit possible and giving us lots of documents. Cette présence nous replonge 68 ans plus tôt, un certain 27 mai 1944, vers 21h, où le bombardier du lieutenant Thompson, pilote de l'US Army Air Force, et de ses deux mitrailleurs, le sergent George Jones et Martin Tourrier, est touché par la DCO et mis au retour d'un bombardement du centre ferroviaire d'Amiens avant de tenter de regarder l'Angleterre. On vient de montrer un peu de grâce. So the plane crashed at the... L'occasion de souligner le rôle primordial tenu par les résistants locaux, notamment, il y avait mademoiselle Lucie Morel. Le sergent Tourbier sera dirigé vers Ignocourt, tandis que le sergent John sera caché à Bonnières par monsieur et madame Georges Henry. Saluons et remercions madame Suzette Henry de sa présence, eux qui l'ont caché jusqu'à la fin de la guerre. Sergeant Tourbier went to Ignocourt, whereas On a dit, le lieutenant Thompson, on va nous dire, il est resté caché dans un champ toute la nuit avec un habitant, normalement M. Pierre Képin, qui lui fournit des habits civils, lui permettant de gagner Montdidier, puis d'être accueilli dans l'Oise par des familles. Baudouin, de Villepérenne, de Besnat, de Saint-Marie-Vallière. Après, je vous invite à parcourir la modeste exposition réalisée par nos soins grâce à Joël Roubi. after my very symbolic moment, and I will ask Mr. Maurice Bourgeois, Town Councillor, to join us. So here it is. En souvenir de cette journée, M. Maurice Edouin a décidé de faire cadeau à M. Thompson d'un grand aviateur qu'on a retrouvé sous le crash. Je ne sais pas si c'est le sien ou d'un collaborateur. Hein, et c'est la famille qui l'avait trouvé. Et lui aujourd'hui veut le voir. In memory of this very special day, Mr. and Mrs. Edouin have decided to give you a pilot's glove which was found on the very place of the crash by members of their family. So we don't know if it's yours, but they hope so. Avant de laisser la parole ici, Comment ai-je fait connaissance avec eux? Je pense que je ferais mieux d'expliquer ma mission de l'époque. Ma mission principale était de bombarder une cible sur Amiens. Le 27 mai 1944, à 21h04, je venais juste de lâcher les bombes de mon avion, un bombardier léger d'attaque Avok à 20. Après cela, j'ai encaissé le coup direct d'un obus allemand de 90 mm dans l'aile gauche de mon appareil. Mes deux mitrailleurs, avec lesquels je n'avais aucun contact physique, ont appelé à l'interphone, déclarant qu'il fallait évacuer. On nous enseignait, si possible, de ne pas sauter en parachute au-dessus de notre cible,
en raison du violent accueil qui s'ensuit. Quand j'ai su que c'était plus sûr, et quand j'ai senti qu'une aile de l'avion allait se briser, j'ai donné l'ordre d'évacuer. J'ai éprouvé beaucoup de difficultés lorsque je suis sautée en parachute. Quand je l'ai finalement fait, j'ai pu voir, avec une sensation horrible et impuissante, que mon avion était entré dans une vrille violente et qu'il allait s'écraser sur une maison située près d'un coin de rue. Les gens commençaient à sortir du village lorsque j'ai touché le sol, à côté d'une zone boisée. J'ai abandonné mon parachute et je me suis dirigée dans les bois, où je suis tombée sur un trou. Je savais que je ne pourrais pas être pistée si je descendais le courant. J'ai fait cela pendant 1 heure environ, et puis j'ai tourné à gauche, dans un beau champ de luzerne. Je suis ensuite étendue là jusqu'à l'aube. Lorsque je me suis réveillée, j'ai traversé une haie et j'ai vu une vache attachée à une branche. J'ai traîné la vache directement dans ma bouche pour me nourrir, même si je n'aimais pas le goût du lait. Je savais comment faire cela parce que j'ai grandi dans une ferme. J'ai ensuite marché un peu avant de repérer un homme dans un petit hameau. Je l'ai suivi vers sa maison, puis à l'intérieur de celle-ci. Je lui ai dit que j'étais américain et je lui ai demandé s'il avait une carte. Il m'a donné une carte très détaillée. Je l'ai remercié et j'ai quitté son domicile. Je suis repartie dans la direction d'où j'étais venue. Dans l'après-midi, c'était un dimanche, j'ai rencontré un homme qui allait dans la direction opposée. Je lui ai demandé s'il pouvait me vendre des vêtements comme les siens. Je lui ai offert l'argent de mon kit d'évasion, mais il n'en voulut pas. Il me donna un manteau de couleur marron et un pantalon. Je lui dis que j'avais besoin d'un billet pour Paris. Il mentionna que son oncle allait retourner à Paris et suggéra que je reste avec eux. Je crois que je suis restée avec eux pendant 3 jours. Je pense que le 30 mai, je suis allée à la gare de Montpellier avec lui. Je lui ai donné tout mon argent afin d'acheter mon billet pour Paris. Je portais pour lui une valise contenant un sac de farine. Pendant que j'étais assis dans la salle d'attente, parmi un groupe de soldats allemands, l'oncle est allé acheter mon billet. Tandis que j'attendais, un P-47 américain commença une attaque sur la gare. Je me dirigeais vers un abri souterrain qui était également occupé par un groupe de soldats allemands. Après l'attaque, je suis sortie de l'abri et je n'ai pas retrouvé l'autre. J'ai ensuite été approchée par une femme qui commença à me montrer du doigt la valise et à me poser des questions. Je ne comprenais pas ce qu'elle était en train de me dire. Je secouai la tête, fis des gestes de la main, puis sortis, laissant la valise. Alors que je prenais à gauche pour quitter la ville, j'ai vu une escouade de soldats allemands descendant la route. Ils étaient à quelques pâtés de maison de moi. Alors je suis entrée dans un café. J'ai dit au patron que j'étais américain. Puis il me mit dans l'escalier de la cage. Il me donna un verre de vin, le meilleur goût de toute ma vie. Quand ce fut sûr, il me fit sortir de la cage. Il me dit que si je rencontrais encore des soldats allemands, il fallait que je retire mon chapeau et que je les salue. Je suis sortie de la ville lorsque je vis 2 jeunes filles travaillant dans un champ. Je m'approchai d'elles et leur dis, encore une fois, que j'étais américain. Elles m'emmenèrent immédiatement vers leur père. Celui-ci me dit qu'il avait été espion français pendant la Première Guerre mondiale. Combien il était fier d'avoir servi. Je lui dis combien je regrettais de ne pouvoir faire quelque chose. Je déclarai que j'avais besoin d'aller à Paris, où on m'avait enseigné que je pourrais rencontrer quelqu'un
qui pourrait m'aider à rentrer en Angleterre à ma base. J'ai dit aussi que tout mon argent avait été dépensé pour le bouquet de frein et qu'il ne savait pas quoi faire. Il me laissa m'installer dans sa grange pour quelques minutes. Il demanda au père de Bénaz de venir me parler et de lui faire souffler que j'étais. Quelques jours plus tard, un soir, le comte de Bénaz est revenu et m'a emmené vers son château. Je suis restée dans une pièce située dans une grange avec une chapelle à l'intérieur. Il y avait plusieurs salles sur le balcon de la grange. Quelques jours après, le comte et la comtesse me donnèrent une nouvelle identité. Mon nouveau nom était Roland Fontaine. Le comte de Bénaz ressemblait à un dieu. Les Américains bombardaient et détruisaient tout. Les autres, comment les Allemands revenaient et reprenaient tout en 2 ou 3 jours. Pendant mon séjour, je crois que le comte et la comtesse sont allés à la chasse sans pied. Ils m'ont dit que la comtesse était la sonneuse de corde de la chasse. Tous les jours, les soldats allemands de la base aérienne chassaient dans les bois. La comtesse de Bénaz travaillait pour la Croix-Rouge. Un jour, elle me donna la photo d'un bombardier qu'elle avait pris sur la base. Je dois vous dire que nous avons enterré la pellicule sous un arbre dans le parc du château. Elle devait être traitée après la guerre. La phase suivante de mon séjour au domaine des de Bénaz est difficile à mémoriser. Je suis allée dans une école, le domicile d'une enseignante. On m'a demandé plusieurs fois si je connaissais son nom. Je suis désolée de dire que je ne le connaissais pas. Je dois vous dire que lors de ma formation en Irlande, en ce qui concerne l'évasion, on nous conseillait de ne pas demander ni nom ni adresse. Lorsque la Gestapo me captura, ils m'ont battu et interrogé. Je ne pouvais pas leur dire quoi que ce soit. La veille de ma capture par les Allemands, j'ai fait, dans un tonneau acide, un mélange de poudre qui était stocké sous la maison de l'école. Les 2 personnes avec lesquelles je suis allée à bicyclette ne sont pas restées avec moi et j'étais seule quand je fus capturée. Après plusieurs heures, les Allemands m'emmenèrent à la base aérienne, mais ils ne me parlaient pas. Je fus ensuite emmenée à la Gestapo de Montdidier. J'ai pensé à coup sûr que cette fois, je serais tuée, mais je ne le fus pas. Le lendemain, je fus envoyée à la prison d'Amiens, où je restais confinée sous une voûte de béton pendant 8 heures. Ensuite, je fus transférée à l'intérieur de la prison avec une trentaine d'autres Français. À cet endroit, j'ai enlevé une petite lame de cire que j'avais cachée dans l'école de ma veste. Je m'étais mis à couper presque en 2 les barreaux de ma fenêtre quand un Français vint vers moi et me dit qu'il y avait un haut lieu autour de la prison. Il dit que je ne pourrais pas survivre au feu. J'ai replacé la lame dans le rembourrement de mon école et je l'ai portée tout le temps jusqu'au camp de concentration de Buchenwald. Après quelque temps, les Allemands m'emmenèrent à Paris où je logeais au 5e étage tout seul. Je ne réalisais pas à l'époque qu'il y avait de nombreux aviateurs alliés, américains et britanniques dans cette prison. J'étais tout le temps très occupée à écraser les dures carapaces des trous entre les murs. Finalement, une nuit, ils me transférèrent hors de cette prison, dans un wagon ouvert. Nous étions 95 dans chaque wagon. Je suis allée vers Compiègne, où le pont avait été détruit. Ils nous ont fait sortir, nous ont fait traverser la rivière, et nous avons embarqué dans un autre wagon. C'est là que je vis un Français défaire un panneau du plancher du wagon et mettre du fil sur l'une des ouvertures. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait d'autres Américains dans le wagon. Alors que le train commençait à rouler, l'un des hommes lâcha accidentellement le panneau et le train fit un arrêt brutal.
Les Allemands avaient entendu de bruit et vinrent inspecter. C'est à ce moment que nous fûmes dépouillés de tous nos vêtements. Nous étions 80 hommes nus. Auriez-vous été en mesure de le dire maintenant? Ils nous ont dit que nous serions tous abattus. Le lendemain, j'étais à côté d'un jeune Français de l'île de Jersey, au large de la côte française. Il leva la main vers la fenêtre et les Allemands tirèrent une balle dans sa main, qui se trouvait à environ 15 cm de ma tête. Les Allemands ouvrirent la porte et voulaient 2 autres hommes. Tout le monde était empilé dans un coin du wagon. Les Allemands extirpèrent 2 hommes du wagon et leur firent creuser une tombe peu profonde à côté de la voie ferrée. Finalement, le train se remit en marche et quand il s'arrêta, nous étions en Allemagne. Ils nous rendirent nos vêtements. Je m'arrête ici. L'histoire de Buchenwald est une histoire en elle-même. On me demanda plusieurs fois d'écrire le sujet de mon aventure pour le livre, maintenant publié, 168 sauts dans les enfers. Mais je refusais. Il va sans dire que le cours de ma vie aurait pu se terminer différemment sans la bonté et la compassion de mes amis en France. Je vous remercie et je remercie particulièrement tous ceux qui nous sont plus à vie. Joindre à vous en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918. Il y a exactement 94 ans, l'armistice qui marqua la fin des combats de la Première Guerre mondiale et la victoire des Alliés fut signée. Ce fut la fin d'une guerre qui fit plus de 18 millions de morts et des millions d'invalides.